Voilà. Eh bien, bienvenue dans ce live du mercredi, dans ce coaching du mercredi. Et j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que tout marche bien. C'est le premier live que je fais depuis un certain temps. Et donc voilà, j'espère que tout fonctionne bien. Alors, je voulais vous souhaiter une très très bonne année d'abord, une très très bonne année 2023. À la nouvelle année, c'est l'occasion de refaire un petit peu le point et de remettre un petit peu les bases. Je vérifie juste, ouais, c'est bon, ça a l'air de fonctionner. Donc, de faire en sorte de repartir sur des bonnes bases, hein. Donc, moi aussi, j'ai pris des résolutions professionnelles pour cette année, puisque j'ai décidé de reprendre un petit peu mon activité un petit peu plus sur Internet. J'avais fait beaucoup il y a quelque temps, et puis je m'étais un petit peu arrêtée parce que j'ai pas mal de boulot par ailleurs. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Baya Bedjaoui, je suis coach parental, coach familial, mais je suis aussi thérapeute pour adultes. Je fais de la thérapie émotionnelle et relationnelle. J'ai fait mes études dans l'école fondée par Isabelle Filiosa. C'est 3 ans d'études, donc c'est quelque chose de solide, hein, parce qu'on ne s'improvise pas coach parental en lisant des livres ou en allant à des conférences ou en suivant une formation de 5 jours. C'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Et donc, je reçois des familles, des parents en cabinet près de chez moi. J'habite dans le 44, près de Nantes. Et je forme aussi, je suis formatrice, je forme beaucoup de professionnels de l'enfance et de la petite enfance. Voilà, donc c'est vrai que je me suis beaucoup concentrée sur ce travail-là et je me suis rendu compte que finalement, beaucoup d'informations que je donnais en coaching, que je donnais en cabinet, je les répète en fait. Je les répète souvent, ces informations-là, et j'ai envie de les transmettre au plus grand nombre, ces informations-là, sur l'enfant, sur la parentalité. Alors, bien évidemment, ça ne veut pas dire que ce que je vais vous transmettre aujourd'hui ou dans les coachings du mercredi peut remplacer un coaching en cabinet. Bien évidemment que non, hein. Ce sont des conseils, des informations que je peux vous apporter sur le fonctionnement de l'enfant, sur comment faire pour, pour gérer certaines choses, mais ça ne remplace bien évidemment pas 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, parfois plus, de séances qui, du coup, vont aller chercher beaucoup plus loin, faire vraiment du personnalisé, du cas par cas. Donc, bien évidemment, ça ne remplacera pas, mais ça vous apportera quand même. Il y a quand même beaucoup d'informations que je donne régulièrement et que je répète à chaque séance et que je peux très bien vous apporter aussi en ligne. Voilà pour mes motivations personnelles. Alors, aujourd'hui, je voulais donc commencer l'année 2023 en vous souhaitant une très belle année. Évidemment, de par mon métier, et là j'interviens en tant que coach parental et non pas en tant qu'amie, donc je vais vous souhaiter des choses par rapport à votre famille, par rapport à votre parentalité, une parentalité plus sereine, plus confiante, une ambiance familiale plus joyeuse, plus cool, plus sereine, plus apaisée. Voilà, donc je vous souhaite vraiment ça. Et en particulier, il y a un élément qui favorise vraiment tout ça, c'est le temps. Et oui, le temps, notre oppresseur quotidien, hein. C'est vraiment, nous vivons dans une société aujourd'hui où nous sommes constamment pressés, constamment en train de courir à droite à gauche, hein. Je suis comme vous, j'ai des enfants, j'ai un travail, une maison. On est tout le temps pressé, on vit dans une société qui est de plus en plus exigeante avec nous, qui nous attend, en particulier nous les mamans, hein. Alors, je ne dis pas que les papas ne s'investissent pas, bien évidemment, et heureusement que les papas s'investissent de plus en plus.
Mais force est de constater que les statistiques le disent, hein, les mamans gèrent encore 70 à 80% des tâches liées à l'éducation à la maison et aux tâches ménagères. Donc, comme en général, elles travaillent aussi, ça fait quand même beaucoup. Donc, bien sûr qu'il y a de plus en plus de papas qui prennent leur part et qui font de plus en plus, mais c'est encore, on n'est pas encore arrivé à l'égalité. Donc, voilà. Donc, le temps, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à avoir quand on est parent. Et pourtant, c'est tellement, tellement, tellement important. C'est vraiment la petite chose qui paraît petite, mais qui est loin d'être facile à trouver, qui va faire en sorte que ça se passe mieux pour vous et que ça se passe mieux pour vos enfants. Alors, pourquoi c'est si important d'avoir du temps? Alors, d'abord, vous savez, j'ai suivi une formation aussi pour diagnostiquer et traiter le burn-out parental auprès des 2 spécialistes du domaine, les 2 chercheuses et psychologues belges, Moira Nicolas-Jacques et Isabelle Roskam. Et voilà ce qu'on a appris dans cette formation-là et que moi j'applique aussi bien évidemment en cabinet parce que je reçois aussi des parents en burn-out. C'est que c'est qu'on tombe en burn-out, entre guillemets, on fait un burn-out parental quand notre balance, la balance entre les facteurs de stress et les ressources est déséquilibrée, qu'on a plus de facteurs de stress que de ressources. Et le facteur de stress numéro 1 des parents, c'est le temps. C'est la pression du temps. C'est vraiment de ne jamais avoir le temps de faire quoi que ce soit pour soi. Et donc, c'est vraiment important de s'en rendre compte. Parfois, on se laisse prendre par le quotidien et puis on est dans une roue, un peu une roue de hamster où on fait sans trop réfléchir à ce qui est important et ce qui l'est moins, à ce qui est prioritaire et à ce qui ne l'est pas. Et c'est important en fait de prendre un tout petit peu de recul et de se poser cette question-là. La deuxième raison pour laquelle c'est extrêmement important, c'est les enfants. Les enfants, ils ont un besoin qui est plus prioritaire que les autres besoins. Alors, bien évidemment, quand on parle de besoin, j'imagine que vous connaissez la différence entre besoin et désir ou besoin et souhait. Le besoin, c'est vraiment le besoin prioritaire, primaire, sans lequel l'enfant ne peut pas survivre. Alors, quand on parle de besoin, on pense souvent aux besoins physiologiques comme de manger, de dormir, de boire, d'être propre, etc. Et pourtant, il y a d'autres besoins qui sont des besoins primaires dont l'enfant a un besoin absolu. Et il y en a un qui passe même avant les besoins physiologiques, c'est le besoin d'attachement. Donc, le besoin d'attachement, moi, je l'appelle le réservoir affectif, ou quand je parle à des enfants pour qu'ils comprennent mieux, je l'appelle le réservoir d'amour. Je ne sais pas si vous connaissez l'hospitalisme de Spitz. Donc, le docteur Spitz a fait le tour des hôpitaux à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne et il a observé que non pas des hôpitaux, des orphelinats, pardon. Et il a observé que dans ces orphelinats-là, eh bien, les nurses n'étaient pas assez nombreuses pour s'occuper des enfants. Elles s'en occupaient, et les enfants étaient nourris, ils l'avaient, mais elles s'en occupaient de manière très mécanique, sans aucune interaction parce qu'elles n'avaient pas le temps. Et ces bébés, certains se laissaient mourir malgré le fait qu'ils soient nourris, et d'autres avaient des séquelles neurologiques irréversibles. Donc, ça fait partie des études qui ont été prises en compte dans la formalisation de la théorie de l'attachement par Bowlby. Et donc, on en a conclu qu'en fait, les enfants petits en particulier, mais ça continue encore quand ils grandissent, ont plus besoin d'attachement, ont plus besoin qu'on leur remplisse leur réservoir affectif que de nourriture et même peut-être même d'air. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important de remplir le réservoir de l'enfant. Donc, ça veut dire quoi, remplir le réservoir de l'enfant? C'est, comme dit Isabelle Filiosa, c'est du carburant pour l'enfant. C'est ce qui va lui permettre de se développer, de grandir,
et de se développer correctement. Et c'est quoi? C'est simplement le regarder avec tendresse, passer un peu de temps avec lui, mais du temps vraiment privilégié, c'est-à-dire sans avoir le téléphone ou sans avoir à faire à manger ou sans qu'il y ait de distraction en fait. Et parfois, il suffit de 10 ou 15 minutes. C'est pas la, même si on ne peut pas faire plus, c'est déjà bien en fait de trouver 10 ou 15 minutes pour passer un temps privilégié avec son enfant et remplir son réservoir. Ça peut être jouer, ça peut être faire des câlins, ça peut être chahuter, ça peut être faire un jeu de société, ça peut être lire un livre, ça peut être faire une balade, ça peut être faire, voilà, un moment vraiment privilégié. Donc ça, les enfants, quand ils en manquent, quand ils rentrent le soir de l'école et qu'ils ont, à contrario, leur réservoir de stress rempli, puisque on a un réservoir affectif, mais on a aussi un réservoir de stress. Donc, un réservoir de stress bien rempli, un réservoir affectif vide, eh bien, c'est là qu'ils peuvent avoir des comportements dérangeants, qu'on peut qualifier de difficiles, de dérangeants, comme de chouiner, de faire une crise, de se mettre en colère pour rien. Voilà, d'insister pendant des plombs pour avoir quelque chose. C'est souvent le symptôme que le réservoir affectif est vide. Donc, c'est extrêmement important que le parent puisse le remplir chaque jour avec des moments de qualité. Alors, la deuxième chose pour lequel le temps est important, c'est vous. Pour vous, tout simplement. Parce que ce que je dis souvent, moi, aux parents en cabinet, c'est qu'ils ont bien compris, hein, vous avez bien compris, vous parents, que c'est important de remplir le réservoir de son enfant, de lui apporter du carburant. Mais si le vôtre est vide, comment faire pour remplir celui de votre enfant? Vous ne pouvez pas. Si le vôtre est vide, vous ne pouvez pas remplir le réservoir de votre enfant. Donc, le temps, c'est aussi important d'en prendre pour soi. Et encore une fois, quand on est parent et qu'on est tout le temps à courir d'une tâche à l'autre, on n'en prend pas, souvent on n'en prend pas la mesure, on n'en prend pas l'importance en fait. On ne mesure pas l'importance de prendre du temps pour soi. On a l'impression que c'est égoïste, on a l'impression que c'est du luxe. Et non, ça n'est pas du luxe, c'est simplement quelque chose de nécessaire pour se sentir bien soi-même, pour être plus calme, pour être plus serein, pour être plus disponible pour son enfant et pour être en capacité de remplir le réservoir de son enfant. Donc, si je peux me permettre une recommandation, c'est vraiment de trouver 1 ou 2 créneaux par semaine pour vous, pour que vous puissiez remplir votre réservoir. Alors, chacun va remplir son réservoir à sa manière, avec ce qui le ressource. Chacun va trouver des moyens de ressourcement différents en fonction de chaque tempérament, de chaque personne. Ça peut être faire de la méditation, ça peut être faire du sport, faire une balade, faire du dessin, du chant, ce que vous voulez, mais quelque chose qui vous ressource et qui vous apporte du bien-être. Voilà, la deuxième chose pour laquelle le temps est important. La troisième chose qui est importante quand on prend du temps, et ça, c'est du temps, j'ai envie de dire, juste de savoir s'arrêter quelques secondes, c'est vraiment en termes de secondes et de à peine quelques minutes, c'est d'écouter, de s'écouter en fait, de t'écouter, de vous écouter. Quand vous sentez, vous savez, j'ai souvent, beaucoup de parents viennent consulter parce qu'ils crient sur leurs enfants et qu'ils s'en veulent et qu'ils n'arrivent pas à s'empêcher de crier, de s'énerver, de perdre patience. Alors, ça peut arriver. Ça peut arriver quand on a une mauvaise journée, quand on est fatigué, quand on est stressé, ça peut arriver de perdre patience. Mais quand c'est régulier, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose et donc il faut trouver ce qui fait que ça devient régulier. Et en fait, ce qui est important, c'est d'essayer de s'arrêter à un moment donné quand on sent
Vous savez, cette fameuse moutarde qui monte au nez, hein, quand voilà, notre enfant dit ou fait quelque chose qui nous déplaît. On sent cette moutarde qui nous monte au nez, on sent qu'on commence à se crisper, hein, on sent une espèce d'impulsion d'agressivité qui monte. Hein, et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut s'arrêter. C'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment, parce que quand on n'a pas l'habitude, eh ben, ça part tout seul. Hein, on dit ça part tout seul, j'ai pas eu le temps de réfléchir, c'est parti. Mais ça demande de l'entraînement, comme beaucoup de choses. On ne peut pas espérer en un claquement de doigts, une fois qu'on a décidé, OK, la prochaine fois que je sens la moutarde, je m'arrête. On ne peut pas espérer que ça se passe aussi rapidement et que ça soit terminé. Bien sûr, ça demande de l'entraînement. Donc, si vous n'y arrivez pas à tous les coups, c'est pas grave. Si vous y arrivez une fois sur 2, c'est super. Si vous y arrivez une fois sur 4, c'est super. Essayez d'essayer de le faire, ou même quitte à le soir, par exemple, quand vous êtes au calme, de vous reconnecter à ce moment où vous avez un peu perdu patience, où vous avez eu cette agressivité qui est montée, et d'essayer de retrouver les sensations que vous ressentiez à ce moment-là. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez réagi comme ça, de façon à analyser. Et plus on revient sur ces moments, et mieux on comprend comment on fonctionne, et mieux on arrive à anticiper en fait ces réactions-là. Et donc, au fur et à mesure qu'on s'entraîne, on arrive dès qu'on a ces premières crispations-là, ces premières tensions, hein, cette impulsion qui monte, hein, d'agressivité, on s'en rend compte, on arrive à se rendre compte avant que ça monte trop haut et qu'on devienne trop agressif et qu'on perde complètement, enfin qu'on dégoupille complètement, qu'on pète un câble, quoi. Hein. On arrive. Et donc, c'est là où c'est important de se dire, OK, je m'arrête quelques secondes, même si même si mon gamin est en train de se rouler par terre ou en train de hurler, je prends quelques secondes, je m'enferme dans ma bulle, je ferme les yeux, je prends quelques respirations en soufflant par la bouche très lentement avec un filet d'air très long, en essayant d'inspirer en gonflant le ventre et en soufflant avec ce filet d'air comme si j'avais une paille dans la bouche, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je vous assure, ça ne prend pas plus que quelques secondes, et quel bien ça fait descendre en fait vraiment le stress, et ça permet de rebrancher son cerveau préfrontal. Mais je vous parlerai un petit peu de ces sujets de stress dans un autre live, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas traiter tous les sujets. Alors, je regarde juste si pour l'instant, j'ai pas de commentaires. Alors, c'est vrai que j'ai prévenu hier, hein, pour ce live, et comme c'est nouveau, c'est un peu normal qu'il n'y ait personne, mais c'est pas grave. Ça sera disponible en rediffusion sur ma page Facebook, et je vais le mettre aussi sur ma chaîne YouTube. Alors, la troisième chose, voilà, c'est d'essayer vraiment de prendre ce temps de quelques secondes. Des fois, c'est histoire de réagir, mais de ne pas surréagir, d'accord? D'être dans l'action, mais de ne pas être dans la réaction. Parce que quand on est dans la réaction, on ne peut plus réfléchir. En fait, on est parti complètement. Et l'idée, c'est d'essayer au maximum de ne pas être dans la réaction, de ne pas surréagir, et de savoir gérer un petit peu ces réactions. Et honnêtement, ça prend quelques secondes, et il suffit simplement de pouvoir y penser et se connecter à ça. La quatrième chose qui me semblait important quand on prend pourquoi prendre du temps finalement, c'est pour écouter votre enfant. Alors ça, c'est pareil, hein, écouter son enfant, on dit ben oui, je l'écoute, hein. Oui, bien sûr que vous l'écoutez, mais quand notre enfant vient nous voir, nous parler, et qu'il a une expérience difficile, par exemple, hein, qui sent un malaise et qu'il a des émotions compliquées,
qu'il est en colère ou qu'il se plaint de quelque chose, eh ben, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a plutôt tendance à dire à notre enfant mais c'est rien, t'inquiète pas, ça va passer. Ou quand il vient par exemple de l'école en disant je me suis fait punir, au lieu d'essayer de comprendre, souvent on a tendance à dire ah bah qu'est-ce que tu as fait encore? Donc en fait, on a tendance à ne pas vraiment écouter ce qui se passe pour lui. Et à soit faire la morale, soit minimiser, hein, ce qu'il ressent en disant: «C'est pas grave, t'inquiète pas, ça va passer». Imaginons que votre enfant, je sais pas, soit malheureux parce qu'un copain, déménage, on pourrait avoir tendance à lui dire: «Oh, bah, ça va passer, t'inquiète pas, tu vas t'en faire des nouveaux copains». Et en fait, quand on fait ça, on n'écoute pas vraiment son enfant. On n'écoute pas vraiment ses émotions et on a tendance à c'est aussi une façon de couper la communication. Et en fait, c'est vrai que c'est important de prendre le temps, de voir, bah, qu'est-ce qui se passe pour lui? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Même quand il chouine, même quand il a un comportement qui nous dérange, suprêmement, même quand il fait, voilà, il insiste pour avoir quelque chose, pour avoir un bonbon ou quoi que ce soit et qu'il chouine et qui vous énerve. C'est important de savoir ce qui se passe, en fait, pour lui. Voilà, donc et écouter, prendre le temps, en fait, vraiment de l'écouter. Même quand vous êtes en train de faire autre chose, que vous êtes en plein boom du soir, que vous êtes en train de donner le bain au petit pendant que la soupe chauffe ou ce genre de choses, ben, parfois ça vaut de prendre encore une fois quelques secondes, pas plus, hein, pour le regarder dans les yeux et simplement lui dire ou lui mettre la main sur le bras et lui dire écoute, je vois que ça va pas, je te promets, là je finis le bain, je te promets que dans 10 minutes, je prends le temps de t'écouter. Voilà. Vous pouvez aussi faire ça, mais il faut le faire, bien sûr. Il ne faut pas que ce soit juste une promesse en l'air. Donc, des fois, juste prendre quelques secondes pour le regarder et lui montrer qu'il compte, qu'il existe, hein, pour vous et qu'il est important et que vous allez l'écouter, en fait. Donc ça, c'est vraiment la quatrième chose. Et puis, autre chose qui est important par rapport à prendre du temps, c'est de réfléchir aux valeurs que vous voulez transmettre à vos enfants. Alors c'est vrai que quand on a un projet d'enfant, quand on attend son premier enfant, heu, on n'a pas tendance à se poser avec son conjoint ou sa conjointe et de dire: «Ben, alors, qu'est-ce que c'est nos valeurs?» Les valeurs importantes, les valeurs familiales ou les valeurs importantes qu'on a envie de transmettre à notre enfant. D'ailleurs, on le fait souvent même pas au deuxième ou au troisième enfant, hein. Et pourtant, c'est vraiment, vraiment important parce que ça va être un peu votre GPS, hein, votre GPS qui va vous permettre de garder le cap, même dans les moments difficiles. Parce que forcément, bah, quand on a des enfants, hein, au début, on pense que tout va être merveilleux et on se rend assez vite compte que c'est loin d'être un long fleuve tranquille et que bah, il y a plein de moments qui sont déroutants, déstabilisants, épuisants. Et donc, il y a des moments où on est secoué, on est chahuté, on ne sait plus dans quelle direction aller, on ne sait plus comment agir, on ne sait plus quoi faire. Et donc, dans ces moments-là, ça nous permet de garder le cap, hein. C'est comme si on tenait un peu le volant, hein, de la voiture, on conduit notre voiture sur notre chemin, on sait où on veut aller. Et puis, il y a des fois où il y a des nids de poules et puis on est un peu chahuté, on va un peu sur le côté, sur le bas-côté. Et on risque de faire une sortie de route et ces valeurs-là, en fait, c'est votre GPS, c'est ce qui va vous permettre de garder tout le temps le cap, pour savoir où vous voulez aller, pour savoir ce que vous voulez apprendre à vos enfants, ce qui est important dans votre vie de famille, en fait. Donc je pense que c'est vraiment un exercice qui est extrêmement important à faire. Il n'est jamais trop tard pour le faire, en fait, même, voilà, même si vos enfants ont 4 ans, 5 ans, 10 ans, il n'est jamais trop tard pour le faire.
Ça, c'est une chose, c'est vraiment les valeurs. Ça va aussi vous permettre de mettre un cadre aussi, et d'expliquer à vos enfants ce qui est vraiment important pour vous et ce qui, finalement, voilà, fait partie des valeurs et qui sont non négociables pour vous. Par exemple, je ne sais pas, ça dépendra des familles. Chaque famille a ses propres valeurs. Même au sein du couple, vous aurez des valeurs différentes. Donc, ça sera important aussi entre vous de vous accorder aussi sur les valeurs que vous voulez transmettre aux enfants. L'autonomie, le respect, l'écologie, voilà, la vie familiale, les rituels familiaux. Chaque famille aura des valeurs différentes et c'est OK en fait. On n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes valeurs. Et c'est important aussi de savoir respecter les valeurs des autres. Ça va vous permettre aussi, enfin, ce qui est important aussi, c'est quand vous êtes dans la réaction, typiquement, que vous êtes en colère, que vous êtes énervé après votre enfant qui, par exemple, imaginons que votre enfant vous parle mal et que ça vous met vraiment très en colère. Alors, c'est tout à fait légitime d'être en colère quand notre enfant nous parle mal, bien sûr. On n'a pas à accepter que notre enfant nous parle mal. Mais si je le punis et que je l'envoie dans sa chambre, qu'est-ce que je lui apprends? Donc la question, c'est vraiment important aussi de se poser et de prendre ces quelques secondes de réflexion parce que, encore une fois, ça peut demander que quelques secondes. Au lieu de réagir de manière forte, de punir son enfant parce qu'on est en colère et que finalement, si on l'envoie dans sa chambre, est-ce que je lui apprends quelque chose? Et de se poser la question, qu'est-ce que je veux lui apprendre de cette situation? Voilà, tout simplement. Donc, est-ce que je lui apprends quelque chose en l'envoyant dans sa chambre ou pas? Et qu'est-ce que je veux lui apprendre de cette situation? Donc ça aussi, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important, de prendre le temps, ces quelques secondes qui ne sont pas très longues, de se demander systématiquement, à chaque fois qu'une situation me dérange, me met un peu en difficulté, que je ne sais pas comment réagir, me dire, mais qu'est-ce que je veux qu'il apprenne en fait? Voilà, puisque l'enfant, il est en apprentissage et vous êtes son modèle. Et vous pouvez aussi vous demander, est-ce que vous êtes un bon modèle par rapport à des choses que vous voudriez lui apprendre ou des valeurs qui sont importantes pour vous? On prend souvent l'exemple du téléphone, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Mais si vous voulez pas qu'il passe trop de temps sur un écran, est-ce que vous-même, vous lui montrez l'exemple, par exemple? Donc voilà, donc se poser un petit peu, se poser tous les deux, entre conjoints ou entre coparents, même si vous êtes séparés, vous restez des coparents. Et donc, vous pouvez aussi faire cet exercice sur les valeurs. Quelles sont les valeurs qu'on veut transmettre à nos enfants et qu'est-ce qu'on veut leur apprendre et est-ce qu'on est des bons modèles et qu'est-ce qu'on peut corriger nous-mêmes pour leur apprendre des choses. Voilà par rapport au temps. J'espère que tout ça vous aura apporté quelques éléments de réponse. Alors, bien évidemment, c'est facile à dire, encore une fois, de trouver, de se dire je trouve du temps. Bien sûr, quand on est parent, c'est extrêmement compliqué de trouver du temps. Et en fait, et pourtant, on peut en trouver. On peut toujours en trouver. Donc moi, c'est vrai que je fais souvent l'exercice. Je fais faire des exercices aux parents qui viennent me voir et qui ont cette problématique, de lister, par exemple, tout ce qu'ils ont à faire qui est en rapport avec la maison, l'éducation des enfants. Donc tout, les tâches. Ça peut être faire la lessive, donner le bain, aller les chercher à l'école, faire les devoirs, trier les papiers, tout ce qui est en rapport avec la maison et l'éducation des enfants. Vous faites toute la liste et puis vous, en conscience, en fait, vous essayez de déterminer ce qui est absolument nécessaire et ce qui peut être soit supprimé, soit délégué. Parce qu'il y a des choses vraiment qui sont, ou allégées en tout cas, ou peut-être pas supprimées. Alors, il y a des choses qu'on peut supprimer, qui en les regardant, on se dit,
Oui, bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire de garder ça? Et puis parfois, il y a des choses qui peuvent être allégées, hein, qui peuvent être diminuées, comme par exemple, je ne sais pas moi, le repassage. Est-ce que c'est nécessaire de repasser les draps, de repasser il y a certaines choses qu'on peut un petit peu alléger et puis il y a certaines choses qu'on peut déléguer. Alors qu'est-ce que si on se rend compte que c'est pas bien réparti entre les 2 conjoints, on peut, voilà, se le répartir certaines tâches. On peut aussi décider de répartir, de demander aux enfants de faire certaines choses. Et là, on peut du coup faire une réunion de famille et leur montrer tout ce qu'on fait et leur proposer de prendre certaines tâches. Alors, bien sûr, il faut que ça soit adapté à chaque âge, hein. On ne va pas demander à un enfant de 3 ans de vider le lave-vaisselle, mais voilà, vous pouvez adapter aux âges. Et puis, on peut aussi déléguer à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut déléguer à l'extérieur? Alors, soit on a un réseau de parents et qu'on s'entraide, par exemple, pour du covoiturage. On peut aussi déléguer les devoirs, soit quelqu'un qu'on paye, soit l'enfant peut aller, s'il y a des études, par exemple, dans certaines écoles, ça existe. On peut déléguer le ménage, on peut déléguer, voilà, qu'est-ce qu'on peut déléguer et comment trouver justement une heure, 2 heures par semaine pour soi, pour pouvoir faire des choses pour soi. Et aussi en couple, si vous êtes en couple, c'est aussi important de garder des petits moments où vous êtes que tous les deux. Voilà, donc si vous avez besoin d'aide par rapport à ça, bien évidemment, vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous en coaching et moi, je serai très heureuse de vous aider. Alors, vous avez vu, hein, ces coachings en direct, voilà, on peut apporter quelques conseils, quelques manières de faire, mais ça ne va pas être aussi efficace que de faire du coaching avec moi en direct. Donc, soit je peux faire du coaching en visio ou en cabinet si vous êtes dans ma région géographique. Voilà, je vous laisse. J'espère que ce que je vous ai apporté aujourd'hui va vous aider. N'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai, même a posteriori. Je vous souhaite encore une fois une très belle année, pleine de belles choses, pleine de rires, de joie, de câlins, d'affection, de moments partagés en famille, en couple et aussi de moments agréables pour vous, ressourçants, bienfaiteurs. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau coaching en direct. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma newsletter www.parents-apaisés.com pour être mis au courant, en fait, pour être tenu au courant de mon actualité. Je vais aussi proposer des conférences en ligne régulièrement sur différents sujets. Et si vous ne pouvez pas assister au coaching en direct, vous pouvez m'envoyer vos questions à l'avance pour que je puisse les traiter et pour que je puisse répondre pendant les coachings en direct. À très bientôt.